Ma cliente a signé un compromis de vente, ce qu'on appelle en Espagne un contradar, un contrato de arras, pour l'achat d'un appartement situé sur la Costa Brava en Espagne, en Catalogne, et elle a versé au vendeur 15 000 euros directement sur son compte bancaire. Jusque-là, pas de souci, c'est comme ça que ça marche. Par contre, elle a commis une grosse erreur. Elle est venue me voir trop tard et elle avait déjà signé le contrat d'art qui était mal rédigé. Je ne l'ai donc pas revu avant qu'elle le signe. L'agence ne lui a pas expliqué comment ça fonctionnait et elle n'a donc pas pu récupérer ses 15 000 euros. Je vous explique dans cet épisode ce qui s'est passé et comment elle aurait pu limiter les risques. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier inscrite au barreau de Barcelone en Espagne. J'accompagne depuis 2023 mes clients, français ou francophones, professionnels ou particuliers, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Ne perds pas le Sud, boussole de l'immobilier en Espagne. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à le recommander, car je vous livrerai des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Bonne écoute! Alors, quand ma cliente est venue me voir, le contrat d'art, il était déjà signé. Donc, c'est pas ma recommandation. Moi, je recommande toujours que vous m'appeliez en amont. Parce que si le contrat d'art est déjà signé, moi, je suis pieds et poings liés. Et si quelque chose ne va pas dans ce contrat d'art, en règle générale, on ne peut plus le modifier. Donc, c'était trop tard quand elle vient me voir. Il y avait, en plus du contrat d'art, il y avait 2 avenants qui avaient été signés pour décaler la signature de l'acte authentique de vente donc chez le notaire. Donc, elle vient me voir un petit peu désespérée quand elle en a marre de voir que la date est toujours décalée, une fois de plus dans le calendrier. Il s'était décalé de 3 mois en 3 mois. Donc, ça faisait 6 mois qu'il y avait du retard dans son dossier. Donc, elle commence à s'impatienter. Elle prend contact avec moi en m'expliquant la situation. La situation est qu'elle a donc signé ce contrat d'art. Elle a versé 15 000 euros en vertu de ce contrat d'art directement sur le compte bancaire du vendeur. Ça, c'est normal puisque c'est comme ça que ça fonctionne en Espagne. Le notaire n'intervient pas, n'est pas séquestre des fonds en Espagne. C'est pour ça que nous, les avocats, nous intervenons dans ce type de dossier pour sécuriser au maximum le dossier. Donc, c'est la situation dans laquelle elle se trouve quand elle vient me voir. Elle a déjà versé 15 000 euros. Il y a plusieurs documents contractuels qui sont signés. Elle me les apporte au cabinet. Donc, j'analyse tout ça et je m'aperçois qu'il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises dans le cadre de la signature de ce contrat. Déjà, je m'aperçois que la société qui signe le contrat, c'est pas le propriétaire de l'appartement. Cette société, elle n'est pas propriétaire. Cette société, c'est qui? C'est une autre société. A priori, ils se connaissaient, mais c'est une autre société qui n'est pas propriétaire de l'appartement, mais qui devait faire certains travaux dans l'appartement. Ça, c'était prévu. Elle achetait un appartement qui n'était d'ailleurs pas un appartement qui, par la suite, après les travaux, devait être converti en un logement. C'était un local commercial à l'origine. Et donc, je m'aperçois, et ça c'est très grave et très important, que le contrat d'art n'est pas signé par le propriétaire, il est signé par la société qui va faire les travaux. Alors, autant vous dire que du coup, il y a un problème, parce que les 15 000 euros, ils ne sont pas versés sur le compte du propriétaire, ils sont versés sur le compte d'une société qui va faire les travaux. Donc, ça complique notamment le dossier. Et ça, c'est quelque chose qui est facilement vérifiable. C'est-à-dire que quand vous venez me voir et que vous avez un projet immobilier, moi, je consulte le registre de la propriété et je sais qui est le propriétaire du bien. Donc, je peux vous dire, non, cette société, c'est pas le propriétaire. Donc, il faut que ce soit le propriétaire qui signe. C'est pas une autre société, même si elle va faire des travaux et qui se connaissent, qui s'engage à vendre un bien qui n'est pas le sien. Ça, c'est pas normal. D'accord ? La deuxième erreur qui a été commise, qui est une erreur assez fréquente, et quand on est français et qu'on veut acheter un bien immobilier en Espagne, on n'est pas forcément alerte sur ce sujet-là. La loi applicable au contrat était le Code civil espagnol. Si je vous dis ça et juste ça, vous allez me dire, bah oui, ok, c'est le Code civil, on est en Espagne, pas de souci. Bah si, il y a un problème, c'est-à-dire qu'en Espagne, nous avons plusieurs communautés autonomes et il y a plusieurs droits qui coexistent. Et notamment en Catalogne, qui est la communauté autonome dans laquelle ma cliente achetait et dans laquelle moi j'ai mes deux bureaux, nous avons
droit civil local qui ne s'applique qu'en Catalogne et nous avons donc même un code civil catalan. Alors, les parties peuvent choisir entre appliquer le code civil espagnol ou le code civil catalan, mais quand vous êtes acquéreur, moi, je ne vous laisse pas le choix, on applique forcément le code civil catalan. Pourquoi ? Parce qu'il protège mieux les acquéreurs. Donc, c'est comme ça. En plus, si en face, j'ai un vendeur qui me dit « Oh bah non, on va appliquer le code civil espagnol », je lui dis « Non, mais attendez, on parle d'un appartement, d'un bien qui se trouve en Catalogne. Le droit applicable, c'est le code civil catalan. » Même si, je le répète, vous pourriez renoncer à l'application du code civil catalan et appliquer le code civil espagnol. Mais si vous êtes acquéreur, ce n'est pas du tout dans votre intérêt puisque le code civil espagnol vous protège moins. Pourquoi ? Parce que le code civil espagnol prévoit que quand vous versez les arts, donc dans le cas de ma cliente, les 15 000 €, vous les versez directement sur le compte du vendeur. Et si vous avez besoin d'un financement et que vous n'obtenez pas votre financement, le code civil espagnol ne vous donne pas la possibilité de récupérer les arts. C'est-à-dire qu'une fois que les arts sont versés, si vous vous désistez, quelle qu'en soit la raison, financement ou pas, vous perdez les 15 000 €, vous perdez le montant des arts versés. De la même façon, le vendeur, s'il se désiste après avoir reçu les 15 000 €, doit vous rembourser les 15 000 € et le double. C'est sa pénalité à lui. D'accord ? Donc, dans un cas comme ça, on a un appartement en Catalogne, mais on soumet au code civil espagnol qui protège moins les intérêts de l'acquéreur. Pourquoi ? Parce que le code civil catalan prévoit la particularité du financement. Si vous n'obtenez pas votre financement et que vous arrivez à prouver que, malgré vos recherches, malheureusement, vous n'avez pas obtenu votre financement, dans ce cas et exclusivement dans ce cas, vous pouvez récupérer vos arts. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas magicienne. Les arts, rappelez-vous, sont versés sur le compte du vendeur. Donc, s'il y a une insolvabilité de sa part ou s'il ne veut pas s'exécuter, malheureusement, il faudra qu'on assigne le vendeur devant les tribunaux pour récupérer cette somme. Mais disons qu'on a la loi avec nous qui nous autorise à récupérer cet argent. Donc, dans le cas de ma cliente, elle a signé avec le mauvais propriétaire, enfin avec une entreprise qui n'est pas propriétaire. Le contrat est soumis au code civil espagnol et personne ne lui a expliqué le pourquoi du comment. C'est-à-dire que si moi, je vous explique le code civil catalan, le code civil espagnol, ce qu'il prévoit, et puis qu'en face, on a vraiment quelqu'un qui n'en démord pas, qui veut absolument que le code civil espagnol s'applique, mais que vous acceptez en connaissance de cause et que vous savez que si vous n'obtenez pas de financement, vous ne pourrez pas être remboursé, moi, ça me va. À partir du moment où c'est transparent et qu'on vous a informé. Mais là, pour couronner le tout, ma cliente, l'agence immobilière ne l'avait pas du tout informée. Elle ne lui avait pas dit qu'il existait un code civil catalan qui respectait plus ses intérêts. Simplement, c'était indiqué le code civil espagnol dans le contrat sans plus d'explications. Et là où le bât blesse pour ma cliente, c'est qu'elle avait justement besoin d'un financement qui était fort heureusement pour elle déjà préapprouvé par sa banque. La banque était Banque Inter, si je me rappelle bien. Mais il manquait un document. Ce document, c'est le certificat d'habitabilité, ce qu'on appelle en espagnol la cédula de habitabilidad. Et ce document est indispensable. Pourquoi ? Parce que la banque, lorsqu'elle vous prête, lorsqu'elle vous octroie un financement pour acheter un bien, soit il y a ce certificat d'habitabilité, auquel cas elle peut vous prêter 80 ou 90% du bien, ou soit il n'y a pas ce certificat, elle considère que le bien est un local et elle vous prête que 60 ou 70%. Donc il y a quand même une différence importante. Et là, d'autant plus que des travaux avaient été faits pour modifier l'usage de local en habitation-logement. Donc on était en attente de ce document qui tardait. Alors, quel était le quid de la question dans cette affaire ? C'est que la cédula tardait énormément, et c'est pour ça que le vendeur proposait à chaque fois de décaler la signature, puisque les travaux étaient finalisés, mais l'obtention de la cédula, il faut déposer un dossier auprès du gouvernement catalan, ce qu'on appelle la Generalitat de Catalunya. Donc, on est totalement soumis au calendrier et à la réactivité de l'administration. Donc, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas beaucoup mettre la pression, et les délais, on ne les maîtrise pas. D'accord, donc s'il y avait juste ça, on décale jusqu'à ce qu'on obtienne la cédula. Le problème, rappelez-vous, c'est que
on n'a pas le financement de ma cliente tant qu'on ne présente pas ce document. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on a une pièce maîtresse qui fait que tout découle derrière. Donc, la position du vendeur, c'était de dire, écoutez, dans le contrat, on ne met pas que vous avez besoin de financement et de toute façon, le Code civil espagnol ne prévoit pas que vous puissiez vous désister en cas de manquement au financement. Donc, vous avez l'obligation d'acheter. Avec ou sans financement, moi, ce n'est pas mon problème. Vous devez acheter. Et la cédula, on vous la fournira voilà, plus tard. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est en cours. Effectivement, il nous avait montré donc, le récépissé de dépôt. Effectivement, il ne devait pas y avoir de problème pour obtenir cette cédula. Mais le problème qu'on avait dans le dossier, c'est que sans cédula, elle n'avait pas de financement. Donc, elle ne pouvait pas acheter. Mais comme le contrat ne prévoyait pas de financement et n'était pas soumis au Code civil catalan, elle ne pouvait pas se désister. D'accord ? Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, comment ça s'est fini ? Le vendeur en a eu marre d'attendre la cédula et d'attendre le financement de la cliente. Il lui envoie ce qu'on appelle un burofax, c'est une mise en demeure, en lui disant que on considère que vous êtes désisté puisque vous ne souhaitez pas acheter, puisque vous ne pouvez pas acheter, mais comme c'est soumis au Code civil espagnol, c'est pas mon problème. Et moi, je conserve vos 15 000 euros, je fais autre chose, je continue à vendre l'appartement et on oublie l'affaire. Alors, déjà, quand on est face à cette situation, je vous avoue que c'est pas facile en tant qu'avocate parce qu'en face de moi, j'ai quand même quelqu'un qui est totalement désespéré, qui avait mis toutes ses économies dans les 15 000 euros pour acheter l'appartement dans lequel elle devait vivre avec sa fille. C'était une maman célibataire. Bon, c'est pas facile, quoi. Et de lui dire, écoutez, votre contrat, il est mal rédigé. Franchement, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. C'est encore plus difficile. Mais j'ai dû lui expliquer, j'ai dû lui dire parce que je ne vais pas lui mentir et lui faire miroiter des choses qui n'existent pas. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour l'aider ? Déjà, la première chose, c'est que je lui ai expliqué l'état de la situation. Pour lui dire, vous êtes dans cette situation-là, pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette erreur, que vous êtes venu me voir un peu trop tard et qu'aujourd'hui, la seule chose que je peux faire, c'est constater ce qui a été fait et ce qu'il existe à ce jour. D'accord ? Ensuite, évidemment, on s'empresse de répondre à la mise en demeure du vendeur en expliquant que non, il a l'obligation de fournir la cédula et que tant qu'on n'a pas ça, on ne signera pas, d'autant plus qu'elle a besoin d'un financement, comme vous le savez. J'insiste sur le « comme vous le savez » parce qu'effectivement, à l'oral, c'était dit et il le savait. C'est juste que dans le contrat, ça n'avait pas été mis noir sur blanc. Le problème, c'est que comme le contrat d'art est très mal rédigé, je perds énormément en force de persuasion et de négociation avec le vendeur et son conseil. Et donc, rapidement, je me retrouve dans une impasse où, finalement, on n'a pas d'autre choix que de saisir les tribunaux pour demander le remboursement des arts. Mais également, on a tenté le tout pour le tout. On a également demandé le double des arts en disant « Attendez, vous n'avez pas la cédula, vous n'êtes pas prêt, vous, pour signer. » C'est le seul argument auquel on s'est vraiment attaché parce que le financement, on ne pouvait pas, devant les juges, expliquer quoi que ce soit par rapport au financement. Dans le contrat et dans les pièces apportées au tribunal, il n'y avait rien par rapport à ça. Donc, on s'est vraiment accroché au fait qu'il a l'obligation de vendre avec la cédula, qu'il n'y avait pas de cédula. Donc, on considère que c'est lui qui s'est désisté. On a essayé de retourner un petit peu la situation en faveur de ma cliente en disant on réclame le remboursement des 15 000, mais pas que, on réclame aussi 15 000 de sanctions, donc 30 000 en tout. Je ne vais pas vous cacher que ça a été des mois de procédure, déjà une attente interminable pour ma cliente qui commençait vraiment à perdre espoir et je la comprends tout à fait. On a déposé l'assignation en mai 2022 et on a eu une décision du tribunal en mai 2024. 2 ans de procédure. Donc pendant ces 2 ans, elle n'a pas évidemment récupéré ses 15 000 euros et puis il y a quand même des frais de procédure, des frais d'avocat, des frais d'avoué, des frais de procédure à sortir et à engager. La décision du juge n'a pas été totalement dans notre sens. Elle n'a pas non plus été totalement dans le sens du vendeur. Ils ont fait un moitié-moitié. Ils ont dit « Ok, vous avez le droit de récupérer vos 15 000 euros puisqu'effectivement, vous n'avez pas commis de faute. Vous ne vous êtes donc pas désisté en tant qu'acquéreur.
Mais on considère que le vendeur ne s'est pas non plus désisté parce qu'il était prêt pour la vente et la cédula aurait pu être présentée après. Donc, match nul. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on remet les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant de signer le contrat et on demande à ce que les 15 000 € soient remboursés. Sauf que, eh bien, on a eu un dernier problème, et pas des moindres, c'est que au bout de 2 ans de procédure, évidemment, la société s'était organisée. Elle avait arrêté tout type d'activité avec cette société-là. Elle avait monté une autre société à côté et elle continuait son activité sur une autre société. Donc moi, au bout du compte, j'avais une très belle décision de justice qui condamnait le vendeur a remboursé 15 000 € à ma cliente, mais en fait, c'était une coquille vide. La société, c'était devenu une coquille vide. Je n'avais plus d'actifs, je n'avais plus d'argent sur les comptes, je n'avais plus rien. Donc, avoir une belle décision de justice, c'est une première étape, mais si derrière, je n'ai pas l'argent, je ne peux rien récupérer, eh bien, du coup, on ne peut malheureusement rien récupérer. Et c'est ce qui est arrivé à ma cliente. Donc, elle a perdu... Finalement, elle avait le droit de récupérer ses 15 000 €, mais il n'y avait rien pour récupérer les 15 000 €. Et puis, eh bien, elle a dû engager des frais d'avocat. Tout ça pour dire que parfois, on considère que c'est une opération sans grande importance et qu'on peut se dépatouiller sans avocat et qu'on avance. Et puis, s'il y a un problème, on ira voir les avocats. Mais parfois, le remède au problème vaut plus cher que si on avait anticipé et si elle m'avait contacté dès le début. Parce que dès le début, j'aurais changé la loi applicable, j'aurais changé la société de propriétaire et on aurait pu donc rapidement récupérer ces fonds sans aller devant les tribunaux et attendre 2 ans de procédure. Voilà. Donc, si vous êtes également dans cette situation ou que on vous présente un contrat d'art avec le Code civil espagnol, sauf si vous signez ailleurs qu'en Catalogne, pensez à mon podcast, pensez à cet épisode et faites attention, faites changer le Code civil applicable et essayez d'exiger le Code civil catalan. Ça pourra vous être grandement utile et limiter les risques au maximum. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.